La confiance, vous le savez, c'est le thème des rencontres de Cannes, 12e édition. Et on reçoit Axel Cannes, on le reçoit avec son livre. Monsieur Axel Cannes, bonjour. Bonjour. Quelques mots sur la confiance. Vous avez confiance, vous, en l'avenir, en autrui? Voilà, l'élément qui m'intéresse le plus, à vrai dire, c'est la confiance en autrui. La confiance en l'autre, c'est-à-dire le sentiment que l'autre est animé du même désir de bienveillance, fait preuve de la même loyauté, de la même franchise que celle dont on va faire preuve à son encontre. Mais la confiance, c'est de la naïveté quand on est un peu comme ça dans la vie, non? Ça n'est pas de la naïveté, c'est un élément fondamental. Vous savez bien, ce que l'on connaît bien, c'est que si au sein du couple, la confiance a disparu, le couple, il explose. Au sein de la famille, si la défiance s'instaure, c'est le tissu familial qui explose. Au sein d'une équipe performante, si l'un des joueurs de l'équipe, l'un des partenaires de l'équipe n'a pas confiance en tous les partenaires, l'équipe jamais ne fera face et n'y parviendra. Donc, trompez-vous. L'élément de la confiance en l'autre est absolument essentiel pour faire une société, faire un groupe, faire une équipe. Mais ce que j'explique notamment dans le livre qui est Être humain pleinement, c'est qu'en réalité, la confiance en l'autre est également indispensable pour être soi-même, pour savoir qu'on est soi-même. Je commence ce livre... C'est-à-dire que c'est l'autre qui nous renvoie une image sur laquelle on peut construire sa propre Absolument. Je prends l'exemple dans ce livre de deux vraies jumelles qui ont donc des génomes identiques, rigoureusement identiques, qui en Indonésie sont séparées à l'occasion d'un incendie terrible. La première est sauvée, la deuxième on considère qu'elle a brûlé, on ne retrouve rien d'elle. La première a un parcours absolument extraordinaire et elle deviendra même prix Nobel de physiologie et de médecine. C'est l'une des femmes les plus brillantes de sa génération. En fait, sa sœur n'a pas été brûlée. Elle a été récupérée par une maman orang-outan qui traînait par là. Son père avait réussi à la sortir du brasier. Lui-même a été brûlé et mort. Et elle a vécu pendant 10 ans avec les orang-outans comme une enfant sauvage. Et quand la civilisation remet la main dessus, elle a un retard mental qui est irréversible. Et donc, j'explique la raison pour laquelle il y a ce retard mental irréversible et la raison pour laquelle on peut accéder à un psychisme, à une intelligence, à des capacités humaines. Et la raison pour laquelle on le peut met au centre la confiance. La confiance en la maman, la confiance en le papa, la confiance qui crée un lien. Et vous l'avez dit tout à l'heure, imaginons que vous et moi, nous soyons comme ça, les premiers êtres humains dotés des génomes qui nous caractérisent, à nous rencontrer comme ça. Voilà, je vous vois. La première fois que je prends conscience de moi-même, et que vous prendrez conscience de vous, c'est quand je vois mon reflet modifié par votre pensée dans votre visage. Et le fait que vous m'êtes indispensable pour être édifié dans mon humanité, être instauré dans mon humanité, et que je vous suis indispensable, crée entre nous un élément qui est la réciprocité. C'est-à-dire que la confiance réciproque induit le fait que moi, à votre rencontre, voilà, j'ai une certaine bienveillance et je pense que cette bienveillance, vous l'avez également à mon encontre. Je vais être juste avec vous, je pense que, etc. Et s'il n'y avait pas cela, même si on est comme ça avec des génomes humains, comme l'exemple des enfants sauvages et de mon modèle dans ce livre en témoigne, on ne deviendrait pas humain. La confiance fonde l'humanité, elle fonde la société. Et par conséquent, j'ai posé la question, quand par hasard la confiance, elle s'atténue, lorsqu'elle est remplacée dans une société, au moins dans le domaine public, plutôt par la défiance, est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause de ce qui fait le lien social? Est-ce que la confiance peut être d'abord une construction? Et si oui, est-ce que cette construction nécessite un certain nombre de leviers et de séquences? Au départ, la confiance n'est pas une construction. Au départ, la confiance,
L'aptitude à avoir confiance, elle est naturelle. Je vous ai dit, c'est une condition ontologique de l'émergence d'un psychisme humain. Quelqu'un devant vous chute, tout de suite, Voilà. vous allez vers lui, Voilà. vous ne vous posez pas d'autres questions. On a cette capacité-là. Voilà. On a cette capacité-là. Le propre de la confiance dont je parle, justement, c'est qu'elle n'est pas construite. C'est une confiance qui est inconditionnelle, c'est-à-dire que je vous fais confiance non pas parce que cette confiance que je vous fais, j'en attends une rétribution, des conséquences favorables, ça existera aussi, secondairement. C'est en quelque sorte un don. Je vous fais le don de ma confiance. Et c'est la raison pour laquelle je vais être terriblement choqué et que nos relations vont être bouleversées si ce don, vous n'en faites pas un bon usage, si vous la trompez. C'est ce qui se passe aujourd'hui entre les citoyens et la classe dirigeante, la classe politique. Quand Voilà. on veut élire quelqu'un, on donne sa voix à quelqu'un parce qu'on lui fait don de la confiance de mettre en place les promesses faites et en tous les cas les politiques publiques pour lesquelles il s'est engagé. Or, en France, on sent bien qu'il y a une distance. D'ailleurs, toutes les études qui ont été démontrées depuis 2 jours ici à Rencontre de Cannes montrent qu'il y a une vraie défiance, en tout cas une méfiance réciproque presque entre la classe politique et les citoyens. Comment on peut expliquer ça aujourd'hui alors qu'on est comme dans un pays civilisé, un grand pays avec une grande histoire et cultivé, on est quand même, il y a une éducation de masse. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la société française donne l'impression qu'il y a entre ses dirigeants et la majorité des citoyens une défiance, quelque chose qui a craqué? C'est lié à ce que la confiance tend à s'être limitée au domaine privé, où elle est encore évidemment très... Alors, le couple, la famille, le voisinage... extrêmement importante. En revanche, dans le domaine public, il y a eu une telle focalisation sur la réussite. On a confiance en quelqu'un, on a confiance dans le fait qu'il va réussir. En revanche... Donc la confiance doit avoir des critères. Voilà. Mais en revanche, la confiance que l'on a, qui valorise la réussite, a cessé d'être la confiance dans son respect des règles pour réussir. En d'autres termes, lorsque l'on est face à des hommes politiques, souvent ils vous disent « seule la victoire est belle ». Donc on a confiance dans le fait qu'ils vont tout faire pour être élus. En revanche, on a de moins en moins confiance dans le fait qu'ils vont respecter des règles qui jadis étaient un des éléments. Une de ces règles, c'était la sincérité. C'est-à-dire, voilà, il n'allait pas forcément faire ce qu'il avait annoncé, mais il allait au moins essayer de le faire. Oui. Au moins, il allait vous dire ce qu'il croyait lui-même vrai. Il n'allait pas vous tromper. Il n'allait pas vous dire ce que vous vous attendez à entendre pour être satisfait, parce que vous en êtes persuadé. Or, aujourd'hui, dans le cadre de cette société qui privilégie le résultat et non pas les méthodes pour y parvenir, cela s'ajoute et cela s'applique aux politiques. Ça, c'est un autre élément. Les politiques, on voit bien que quelle que soit leur politique, quel qu'ait été leur discours, les gens ressentent que ça continue à n'aller pas aussi bien qu'ils aimeraient. Vous avez même utilisé le mot de sécession. Vous avez dit les citoyens ont fait sécession par rapport à ce discours. C'est quand même très très grave. Ils ont fait sécession. C'est un phénomène que j'ai perçu, parce que vous savez, j'ai aussi marché longuement en France. Je l'ai traversé du nord-est au sud-ouest et ensuite du nord-ouest au sud-est, et je suis arrivé en venant de la Pointe du Raz jusqu'à Menton, donc pas très très loin d'ici. Et donc j'ai vu énormément de personnes, et notamment lors de ma première traversée du pays, où je suis passé dans les zones jadis industrielles totalement sinistrées. Les gens sont tellement désespérés d'un avenir que, de manière pas réaliste des fois, ils voient uniformément pauvres, tristes, noirs, et en tout cas de nature à aggraver leur situation, qu'ils n'écoutent plus tous ceux qu'ils accusent, à travers leur discours raisonnable, convenu, d'être responsable de cette situation. Et c'est la raison pour laquelle ils sont disponibles, en réalité, à écouter ceux qui leur proposent, puisqu'ils ne croient plus à l'avenir, le retour au passé. C'est absurde, parce que même si le passé était meilleur, on n'y arriverait pas à y revenir. C'est totalement absurde. Mais en permanence, vous savez, il y a 2 éléments de confiance dans l'homme qui va voter, la femme qui va voter, le citoyen qui s'engage. On a confiance dans le souvenir que l'on avait du passé.
Et on a toujours tendance à dire, quand j'étais jeune, c'était mieux. C'est l'âge de mes 20 ans, de mes amours, de ma séduction, de ma puissance. En soi. Voilà, confiance en soi. Et d'autre part, une certaine confiance dans l'avenir. Voilà, les choses vont s'améliorer, on va guérir de nouvelles maladies. Mes enfants vivront mieux que moi, ils auront des métiers plus intéressants. La pénibilité. C'est une gestion de l'incertitude qui a des éléments de faisabilité. Non, c'est la confiance dans le progrès. Voilà. Un des éléments qui a construit notre civilisation, nos sociétés, c'est le progrès, la confiance en un avenir qui serait un progrès pour l'homme. À partir du moment où on n'a plus du tout confiance en l'avenir et en ceux qui nous le proposent, et eux-mêmes n'ont pas confiance, car ils nous proposent rien de nouveau. Alors effectivement, il y a une sécession totale, comme si un sourd fermait son sonophone pour ne plus entendre ce que disent ces gens-là. Et ils se retournent et ils sont disponibles à des discours étymologiquement réactionnaires, c'est-à-dire ceux qui leur disent « revenons à ton passé quand tu avais 20 ans de tes ancêtres, car c'était beaucoup mieux », ce qui est totalement absurde. Dernière question, Axel Kahn, est-ce que vous avez foi en l'avenir ? Ben moi, quand on me demande si je suis pessimiste ou optimiste, je réponds ni l'un ni l'autre, et je vais vous dire pourquoi. Si je suis pessimiste, je suis sûr que le pire est certain. Qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi, je me fais une bonne bouffe et je l'utilise ma copine, puisque ça ne sert à rien que je me décarcasse. Ça ne servira à rien. Maintenant, si je suis optimiste, le meilleur est certain. Eh bien pareil, je rentre chez moi, je fais une bonne bouffe et je l'utilise ma copine. La seule possibilité d'être mobilisé, c'est de dire l'avenir, c'est en partie ce que j'en ferai. Et donc je ne suis ni optimiste ni pessimiste, l'avenir n'est pas écrit, il sera en partie ce que nous en ferons. Merci beaucoup Axel Kahn d'être venu dans ce studio juste à côté donc de la table ronde à laquelle vous avez participé. Je rappelle votre livre Axel Kahn, Être humain pleinement aux éditions Stock. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aux rencontres de Kahn, dont la thématique que vous l'avez très bien incarnée dans cette dernière proposition qui est donc la confiance. Merci beaucoup.